Chers auteurs, bonjour! Ce sont les mots les plus importants de votre roman. Dans votre roman, ils pèsent 50 fois plus lourd que les autres. Ils sont tellement importants qu'ils peuvent être décisifs face à un éditeur ou à vos lecteurs potentiels. Et pourtant, vous êtes très nombreux à les sous-estimer. Si vous y travaillez, vous allez démultiplier le pouvoir de votre style. Dans cette bouffée d'écriture, voyons comment écrire votre incipit. Et à la fin, je vous mets un quiz spécial pour tester vos connaissances. En commentaire de la dernière bouffée d'écriture, DocusProd me demande pourquoi pas faire une vidéo sur comment bien choisir sa première phrase au début de son roman, autre que « Il était une fois ». Et il a raison, car votre incipit a une mission essentielle. Accrocher le lecteur et lui donner le ton. Incipit en latin signifie « il commence ». Ce sont les premiers mots de votre roman, ou les premières phrases, ou les premiers paragraphes, ou les premières pages. Mais avant tout, je dois vous mettre en garde. Je ne parle pas ici du commencement de l'écriture, de votre travail d'auteur. Les premiers mots de votre roman ne sont pas les premières choses à écrire. Il y a tout un travail préparatoire avant la rédaction proprement dite. Je vous invite à regarder la bouffée d'écriture numéro 7, comment bien débuter votre roman pour vous en convaincre. Quand ils en sont à la rédaction de leur roman, je propose souvent aux auteurs d'écrire un premier jet de leur premier chapitre, et éventuellement de leur deuxième. Puis de travailler particulièrement les premières scènes. Les réécrire encore et encore, jusqu'à ce qu'elles soient parfaites. Il y a deux raisons principales à cela. D'une part, ça sert de jalon pour la suite. Un travail intense, au début, permet de sentir que l'on peut donner un style fluide, dynamique, personnel. Et en le relisant, on peut s'y fier pour rédiger les chapitres suivants. Mais surtout, il harponne votre lecteur, il le séduit. Même si les chapitres suivants sont moins parfaits, l'effet de halo se propage longtemps après. Et plus vous touchez votre lecteur profondément, plus il s'en souviendra. Avec le climax, c'est-à-dire le sommet de l'histoire, c'est vraiment les parties les plus importantes de votre roman. Si vous gagnez votre lecteur dès le début, vous établissez un lien magique, hypnotique, qui va le tenir en haleine. Et même si l'histoire s'affaisse un peu au milieu, il attendra. Il continuera pour goûter à nouveau votre nectar. Alors oui, bien sûr, il est souvent difficile de s'investir avec autant d'énergie et prendre autant de temps sur un tout petit passage, alors que tout le reste est à écrire. Si vous sentez le découragement, si vous avez envie de continuer, eh bien allez-y, écrivez la suite jusqu'au bout, et ensuite revenez pour réécrire le début. Votre style aura progressé et vous serez moins pressé d'avoir fini. Bien sûr, votre premier jet devra être réécrit, mais particulièrement l'incipit, les premiers mots, la première scène, le premier chapitre. L'important est de donner envie à votre lecteur de continuer. Comment choisir son incipit? L'incipit peut courir sur plusieurs pages, mais plus vous remontez au début, au premier mot, plus il doit être maîtrisé. Pour cela, il faut tenir compte de l'attente de votre lecteur et de l'émotion que vous voulez lui communiquer. D'abord, l'attente du lecteur. Votre lecteur n'arrive pas de nulle part. Il a choisi votre livre par sa couverture et par son titre. Il s'attend à un certain genre, et vous devez le prendre en compte. Ensuite, l'émotion que vous voulez lui transmettre. L'incipit lance votre lecteur et doit lui transmettre de l'énergie pour longtemps. Vous êtes en phase de séduction pure. Vous impulsez un rythme, soit ample, majestueux, explicite et fourni, soit rapide, violent, mystérieux. Cela va dépendre directement du flux d'informations. Andrea Del Lungo distingue 4 grands types d'incipit, en fonction du dosage d'information et de la dramatisation, c'est-à-dire de la mise en acte du problème de l'histoire. Le statique, le progressif, le dynamique et le suspensif. Voyons donc chacun de ces 4 types d'incipit. Le statique d'abord. L'incipit statique retarde l'action pour poser les choses. Il les prend du début. D'ailleurs en latin, on appelle ça ab ovo, c'est-à-dire sortie de l'œuf. L'avantage de cet incipit est que vous pouvez prendre le temps d'expliquer, de poser votre univers et vos personnages. Le rythme est ample, plante le décor, brosse l'ambiance et guide gentiment vers l'intrigue. Certaines histoires fantasy ou de science-fiction par exemple gagneraient à
être présentés avec un tel incipit. Les contes de fées aussi. C'est le fameux « Il était une fois », un roi qui avait 3 filles, par exemple. L'incipit progressif fait passer les informations sur le décor et l'univers à travers une action. Le rythme reste tranquille, mais permet peu à peu d'entrer dans la complexité de l'histoire. L'action peut faire déjà partie de l'intrigue ou ne servir qu'à présenter l'incipit. Par exemple, une scène d'action spectaculaire qui montrera le commissaire en pleine résolution d'enquête. L'intrigue ne repose pas sur cette enquête, mais permet de montrer le genre, de présenter les personnages, la hiérarchie, l'arène, et d'accrocher l'attention du lecteur, même si la suite est plus lente. L'incipit dynamique, dit aussi in media res, c'est-à-dire au milieu des choses, attrape le lecteur, lui donne une baffe et le jette au cœur d'une action. C'est ébouriffant, ça tabasse, mais on ne peut plus trop glisser d'informations. Le lecteur risque d'être un peu perdu et aura besoin qu'on revienne sur ce qui s'est passé. L'incipit suspensif. Dans l'incipit suspensif, non seulement vous n'expliquez rien, mais en plus il n'y a aucune action pour accrocher le lecteur. Le mystère est épais et on doit faire absolument confiance à l'auteur. J'espère que ça mènera quelque part. Et voilà, selon le genre ou l'effet que vous choisirez pour votre roman, vous pourrez prendre l'un ou l'autre incipit. Il n'y en a pas de mieux dans l'absolu. L'important, c'est de séduire votre lecteur et de le conduire vers votre histoire. Et voilà, cette bouffée d'écriture est terminée. À la fin, je vous mets des exemples d'incipit sans vous dire de quel type ils sont. C'est à vous de trouver de quel type ils sont. Donnez votre réponse en commentaire. Je pense que vous y arriverez. Au boulot! Voici donc quelques exemples d'incipit. À vous de deviner de quel type ils sont. Mettez votre réponse en commentaire de cette vidéo. D'abord, Lac de Jean Eknoz. Le téléphone a pu sonner 2 fois. Vito savait qu'il ne décrocherait pas. Il remettait sa jambe avant son pantalon, comme tous les jours au saut du lit. Rien de bon de toute façon n'arriverait plus jamais par téléphone, et puis n'importe comment, c'était sa jambe d'abord. La prothèse n'était pas récente et Vito Piranèse avait pris le coup depuis longtemps. À force d'habitude, les courroies s'élançaient toutes seules vers les boucles, dont le fer avait barré d'un trait noir, au bon cran, la perpendiculaire du cuir. Sous les grincements du téléphone, elles s'empalèrent sur l'ardillon. Vito les glissait dans leur passant tout en comptant 4 sonneries maintenant. Au bout de 5 ou 6, raisonna-t-il, la plupart des gens raccrochent. Lorsque 10, 12 stridences eurent retenti dans la pièce exiguë, un tic agita les traits de Vito Piranèse, qui se figèrent ensuite en paysage perplexe. Le téléphone s'installait impérieusement, prenait toute la place dans le studio trop étroit pour 2, les sonneries sciaient l'espace en se chevauchant, reliées par leur écho en trait d'union, et lorsque 25 eurent défilé, Vito avait compris d'où venait l'appel. Cela n'aurait plus de cesse à présent, donc Vito prit son temps, il vérifia toutes les attaches du membre artificiel, passant le doigt sous les boucles et centrant chaque lanière au creux du bon sillon, pendant que 30, 40 sonneries se déversaient, répercutées contre le papier peint, punaisé de photos de blondes fermement bustées. Vers la 50e, Vito Piranèse se leva, marcha s'emboîter vers le téléphone posé sur le buffet près du réchaud. Dans le tiroir du buffet, il prit un stylo-bille dont il posa la pointe, prêt à courir, sur un bloc quadrillé, puis il porta le combiné vers son oreille et dit « oui ». L'imprévu de Christian Auster. Les femmes à mon contact tombent malades, elles s'enrhument, elles éternuent. Il arrive aussi que leur gorge soit prise. Pour elles, c'est la première fois, leur bonne santé me précède. C'est ma faute. Le rhume ne me quitte pas. À force, elles l'attrapent. Une fois guérie, ce sont elles qui me quittent. Je reste avec mon rhume à moi. Ça m'occupe. Je peux traverser une crise alors. Me surenrhumer. Ma consommation de mouchoirs augmente. C'est une période où je sors autant que d'habitude, mais moins longtemps. Je me sens plus à l'aise couché avec une boîte de Kleenex à portée de main. Le gros rhume noie bien le chagrin. Il le dilue. La peste d'Albert Camus. Les curieux événements qui font le sujet de cette chronique se sont produits en 1904.
à Oran. De la vie générale, ils n'y étaient pas à leur place, sortant un peu de l'ordinaire. À première vue, Oran est en effet une ville ordinaire, et rien de plus qu'une préfecture française de la côte algérienne. La vie mode d'emploi de Georges Perec. Oui, cela pourrait commencer ainsi, ici comme ça, d'une manière un peu lourde et lente, dans cet endroit neutre qui est à tous et à personne, où les gens se croisent presque sans se voir, où la vie de l'immeuble se répercute, lointaine et régulière. Le petit col des loups, de Marilyn Desbioles. Le trait brun, pas tout à fait un trait, les bords un peu flottants, comme peints avec un petit pinceau mal gorgé de peinture, pas tout à fait un trait, mais impeccablement droit. Du pubis au nombril, un trait brun, séparant le ventre en deux. Il est curieux ce signe de séparation, ligne de partage, partage des os, séparation de corps, de biens, quand tout paraît unifié et rond bien entendu. Très rond déjà, la ligne brune franchit la colline du ventre, le sommet délicat, le doux sommet de la colline. Sentier qui se dessine en même temps que le ventre devient une colline, que le corps tout entier devient un paysage, et que pour cela il perd son irréductible lourdeur. Le corps n'est plus rivé au paysage, il est le paysage lui-même, il peut danser comme danse le paysage, sans faire le moindre mouvement. Il peut bouger, changer, faire la roue et s'affranchir de tout geste, de tout déplacement. Il n'est plus jamais déplacé, ses gestes sont des arbres et des fleurs et du sable et la lumière que verse le commencement du soir. La délivrance est là, dans le corps allégé de sa peur, de ses atermoiements et de sa mort prochaine. La mort n'est pas au bout, elle est levée en même temps au cœur de la colline. Elle n'est pas au bout, on ne peut pas penser à elle, elle est avec. Elle ne peut pas être pensée, et rien n'est pire que la pensée de la mort. Le corps délivré de la pensée de la mort. Le corps délivré de tout poids, car elle n'est pas un poids, cette chair qui s'invente. C'est même le contraire du poids, ce battement d'oiseau, ce supplément de souffle encore retenu, cette parole à jamais à naître qui guérira de tout. Si bien que ce signe de terre qu'on aurait mélangé à de la salive, dont on aurait marqué le ventre, est le signe de la plus grande grâce, celle qui au moindre courant d'air emporte le ballon de caoutchouc tendu, translucide à force d'être tendu, celle qui l'emporte au loin. Colline de Jean Giono. 4 maisons fleuries d'orchis jusque sous les tuiles émergent de blé, drus et eau. C'est entre les collines, là où la chair de la terre se plie en bourrelets gras, le safouin fleuri saigne dessous les oliviers. Les avettes dansent autour des bouleaux gluants de sève douce. Le surplus d'une fontaine chante en 2 sources. Elles tombent du roc et le vent les éparpille. Elles pentèlent sous l'herbe, puis s'unissent et coulent ensemble sur un lit de jonc. Le vent bourdonne dans les platanes, ce sont les bastides blanches. Un débris de hameau, à mi-chemin entre la plaine où ronfle la vie tumultueuse des batteuses à vapeur et le grand désert lavandier, le pays du vent, à l'ombre froide des monts de Lure. La terre du vent. La terre aussi de la sauvagine. La couleuvre émerge de la touffe d'aspic. L'esquirole, à l'abri de sa queue en panache, court, un gland dans la main. La belette darde son museau dans le vent, une goutte de sang brille au bout de sa moustache. Le renard lit dans l'herbe l'itinéraire des perdrix. La laie gronde sous les genévriers. Les sangliaux, la bouche pleine de lait, pointent l'oreille vers les grands arbres qui gesticulent. Puis le vent dépasse les arbres, le silence apaise les feuillages. Du museau grognon, il cherche les tétines. La sorcière de la rue Mouffetard de Pierre Gripari. Il y avait une fois dans le quartier des Gobelins, à Paris, une vieille sorcière, affreusement vieille et laide, mais qui aurait bien voulu passer pour la plus belle fille du monde. Un beau jour, en lisant le journal des sorcières, elle tomba sur le communiqué suivant. « Madame, vous qui êtes vieille et laide, vous deviendrez jeune et jolie, et pour cela, mangez une petite fille, à la sauce tomate. » Et plus en bas, en petites lettres, « Attention, le prénom de cette fille devra obligatoirement commencer par la lettre N. » Or, il y avait dans ce même quartier une petite fille qui s'appelait Nadia. C'était la fille aînée de papa Saïd,
je ne sais pas si vous connaissez, qui tenait l'épicerie buvette de la rue Broca. « Il faut que je mange Nadia !» se dit la sorcière.